Bonjour à tous. Il est 13h02. Je vous propose qu'on puisse démarrer cette 15e édition du webinaire Impact Recherche. Ce sera aujourd'hui la 26e présentation d'études. Donc, merci à tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous et qui se connectent chaque mois. Merci également du coup au professeur Eolia Brissot du service d'hématologie clinique et thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Antoine, qui nous présentera aujourd'hui les résultats d'une étude sur la prévention de la maladie du greffon contre l'hôte après une greffe de cellules souches. Je rappelle à l'intégralité des participants que vous avez l'occasion de donner votre avis sur le webinaire en flashant le QR code qui se trouve sur cet écran et sur l'écran qui sera projeté à la fin du webinaire. Et pour poser des questions, vous remarquerez que vos micros sont coupés, mais vous avez le module de questions-réponses qui est disponible dans la barre d'outils de Teams qui vous permet de poser des questions. À la fin de la présentation du professeur Brissot, je reprendrai la main pour pouvoir lui poser vos questions à l'oral. Professeur, je vous souhaite une bonne présentation et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup en tout cas de me donner l'opportunité de présenter un de nos travaux de recherche. Donc, je vais vous parler d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques et de maladie du greffon contre l'hôte. Et tout d'abord, un peu une explication sur cette procédure thérapeutique. Alors, il faut savoir que l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, c'est une procédure thérapeutique. Le but, c'est qu'elle soit curative et c'est un traitement pour de nombreuses hémopathies malignes, dont la leucémie aiguë myéloblastique et puis certaines hémopathies non malignes. Alors le terme n'est pas très bien choisi, mais comme des drépanocytoses graves ou des thalassémies. Et le principe, c'est de détruire une moelle osseuse qui est pathologique et de la reconstituer avec un greffon de cellules souches avec un donneur compatible. Et ce qu'on recherche dans le cadre d'une maladie cancéreuse, hein, comme une leucémie, c'est que ce greffon, vu qu'il est quand même différent de la moelle osseuse du patient, il y ait ce soit une immunothérapie, qui a un conflit entre les cellules souches cancéreuses de leucémie et le greffon, et c'est ce qu'on appelle le contrôle antitumoral ou l'effet GVL, c'est Graft versus Leukemia. Donc l'allogreffe, c'est une thérapie cellulaire et une immunothérapie. Et par contre, il y a un effet délétère parce que, en fait, on met en place un nouveau système de défense qui peut reconnaître le patient comme étranger, et ça s'appelle la maladie du greffon contre l'hôte. Donc, c'est le greffon qui attaque le patient, et on utilise beaucoup l'acronyme GVH, c'est Graft versus Host Disease. Tout d'abord, il faut savoir que l'allogreffe, hein, c'est un traitement qui est en constante augmentation. Alors pourtant, c'est vrai qu'en hématologie, on a de plus en plus de thérapies ciblées qui marchent très bien. Il faut quand même savoir que la première pathologie qu'on allogreffe, c'est une leucémie aiguë myéloblastique, hein, comme vous pouvez voir sur la courbe bleue, qui est encore un petit peu, on a encore moins de données sur l'immunothérapie, et puis les autres pathologies myéloïdes comme les myélodysplasies, les syndromes myéloprolifératifs. On voit que les lymphomes, ça a diminué car maintenant on peut faire des CAR T-cells, et puis d'autres qui sont un peu plus anecdotiques. Et sur la courbe à droite, vous voyez que les procédures d'allogreffe, bah, elles augmentent au cours du temps. Juste quelques définitions. Alors, quand on a une indication à réaliser une allogreffe, il faut trouver un donneur. Et il y a plusieurs types de donneurs. Il y a les donneurs qu'on dit véno-identiques, donc c'est les frères et sœurs qui sont compatibles sur le complexe majeur d'histocompatibilité, sur le HLA, et donc c'est HLA identique. On a des greffes qu'on dit phénoidentiques, c'est-à-dire c'est un donneur de fichier, des donneurs volontaires, hein, sur ces 10 marqueurs qu'on regarde, ils sont 10 sur 10. Les greffes syngéniques, alors c'est beaucoup plus anecdotique, c'est les jumeaux monozygotes, et en fait, c'est presque pas de l'allogreffe, hein, parce que c'est le même système immunitaire. Et puis, on a ce qui s'est développé depuis les années 2012, on va dire en France, et dans le monde, hein, bien sûr, la greffe
haploïdentique et dans ces cas-là, il y a une compatibilité à moitié, donc 5 sur 10 et donc ça peut être les parents, ça peut être les enfants ou les frères et sœurs qui sont à semi-compatibles. On a 3 sources du greffon. Soit on peut prélever de la moelle osseuse directement, au niveau des crêtes iliaques postérieures au bloc opératoire. C'est très rare, hein, maintenant ça représente que 5 de nos greffes. C'est pour des indications particulières et pour la pédiatrie uniquement. Après, on peut avoir des cellules souches périphériques où en fait on stimule la moelle osseuse avec des facteurs de croissance. Ça permet aux cellules souches hématopoïétiques qui sont dans la moelle osseuse de circuler et de passer dans le sang et d'être après collectées par une cytaphérèse. Et ça représente quasiment 95% de nos allogreffes. Et puis la troisième, c'est le centre cordon placentaire, parce que dans le cordon placentaire, dans la veine, il y a des cellules souches hématopoïétiques en faible nombre, mais qui permettent de faire des greffes. Et donc, il y a plusieurs maternités qui sont agréées avec des sages-femmes formées pour, si bien sûr il y a l'autorisation de la mère, de prélever ces cellules souches qui ont un but uniquement pour, on va dire, allogénique et pas pour le propre bébé. Comment se passe une allogreffe? Alors, une allogreffe, c'est un traitement qui est très lourd, hein, heu, mais qui a pour but, donc tout d'abord de détruire la moelle osseuse du patient. Alors là, je prends le schéma où le patient a un diagnostic de leucémie aiguë, myéloblastique, il va avoir plusieurs chimiothérapies et dans les caractéristiques de la leucémie, on sait qu'il a plus de chances de guérir avec une greffe que sans greffe. Donc, quand on va avoir trouvé le donneur et quand on va, après le bilan de faisabilité de la greffe, c'est-à-dire que le patient est apte à avoir une greffe, parce qu'il ne faut pas avoir certaines comorbidités et puis aussi un âge physiologique qui est important. Le patient va alors être hospitalisé dans un secteur stérile, c'est-à-dire qui a des flux laminaires, et on va lui faire une chimiothérapie ou une irradiation corporelle totale selon le type de pathologie pendant environ une semaine. Et après, on va infuser le greffon. Alors le greffon, c'est vraiment comme une transfusion, hein, ça se passe dans un cathéter central. Et pendant à peu près 2 semaines, le patient va être en aplasie, donc les globules blancs en dessous de 1 giga par litre, avec des risques infectieux. Puis, les cellules souches vont pouvoir fabriquer des cellules matures, donc des neutrophiles, des plaquettes, des globules rouges. Et donc, le patient sort d'aplasie. Il y a beaucoup moins de risques infectieux. Mais par contre, on a un nouveau système immunologique en place qui n'est bien sûr pas le même que le reste des organes. Et ce qui peut se passer, c'est que ce greffon qui circule, et surtout ces globules blancs, ces lymphocytes en particulier qui circulent, peuvent reconnaître le patient comme étranger et l'attaquer. D'où la nécessité initialement de mettre des traitements immunosuppresseurs pour la prise de greffe et pour qu'il y ait une tolérance qui s'établisse entre ce nouveau système HLA au niveau médulaire et sanguin et le reste des organes. Et donc une des complications reste un grand enjeu, c'est la maladie du greffon contre l'autre, la GVH, qui peut être de deux sortes. Soit on dit qu'elle est aiguë, elle arrive généralement les premiers mois, et ce sont plutôt des symptômes qui sont inflammatoires. Alors l'atteinte, elle peut être cutanée, qui peut aller d'un érythème palmoplantaire jusqu'à à l'extrême comme un grand brûlé avec un pseudo-LIEL. Une atteinte digestive, c'est pareil, ça peut aller de quelques nausées à de la diarrhée sanglante. Et l'atteinte hépatique, c'est de la cholestase. Et donc, bien sûr, il faut la prévenir et lorsqu'elle survient, on a des critères pour la traiter. Et puis, on a une forme de GVH chronique qui s'apparente un petit peu cliniquement à des maladies auto-immunes avec des atteintes cutanées sclérodermiformes, peut avoir des atteintes pulmonaires. Alors, c'est loin d'être systématique, hein, mais c'est pour ça qu'on suit ces patients très longtemps dans le temps et qu'il faut une prise en charge spécialisée. La GVH aiguë, donc celle qui survient les
premiers mois, elle est quand même fréquente. C'est quasiment presque la moitié des patients qui vont en développer une. Si on a une GVH aiguë de stade 1 voire 2, bah, ça se traite bien, hein. Je veux dire, parfois même quand on a une petite GVH entre guillemets, on la tolère parce qu'on sait que le greffon il est actif et qu'il y a un lien entre l'activité de GVH et la diminution du risque de rechute. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait des atteintes d'organes avec des lésions, où là, il faut traiter. Et quand on traite, c'est avec des traitements immunosuppresseurs, donc on affaiblit encore le patient sur ses défenses. C'est une des complications principales. Alors, quand les patients sont allogreffés, quand on reprend les causes de mortalité, la première cause reste la rechute de la maladie et la deuxième cause, c'est la maladie du greffon contre l'autre. Et il y a une petite partie des GVH qui sont réfractaires à pas mal de lignes de traitement. Physiopathologiquement, très rapidement, hein, il y a 3 étapes. En fait, ce sont, quand il y a des signaux de danger qui sont liés à la chimiothérapie, à la radiothérapie, aux infections, les, cellules présentatrices, d'antigènes du donneur et du receveur vont activer les lymphocytes T, du donneur et ça va être une grande réaction inflammatoire, ce qu'on appelle l'orage cytokinique avec ce qui peut aboutir à des lésions d'organes. Et donc le but, c'est d'absolument stopper cette réaction avant qu'on arrive même au décès du patient. Et donc, du point de vue immunologique, ce qu'on veut, c'est restaurer la balance entre les cellules qui participent à l'immunotolérance et celles qui participent plutôt à la défense, mais qui deviennent délétères dans le cadre de GVH. La GVH chronique, rapidement, c'est presque la moitié des patients. Alors, elle peut être très limitée, c'est-à-dire un syndrome sec, par exemple. Alors, c'est embêtant hein, de mettre des gouttes tous les jours dans les yeux ou se réveiller pour boire. Mais bon, quand on est guéri d'une leucémie aiguë, on va dire que la balance bénéfice-risque est bien en faveur du bénéfice. Mais on peut avoir des GVH extensives avec des atteintes lourdes au niveau pulmonaire, au niveau cutané, par exemple. Et là, il y a une grande altération de la qualité de vie des patients. Et donc, le but quand on fait de l'allogreffe, c'est un, bien sûr, de guérir le patient, mais qu'il ait une bonne qualité de vie. Et d'où tout l'enjeu dans l'allogreffe de prévenir la maladie du greffon contre l'hôte. Là, je vous mets Alors, c'est assez historique, hein, heureusement, hein, ce patient, on n'en voit quasiment plus ou pas, mais c'est toutes les atteintes différentes hein, qui sont aussi bien donc, des lésions buccales, une sclérose cutanée, ça peut atteindre les voies biliaires aussi. Et donc, pour éviter la GVH, hein, faut mieux prévenir que guérir. On met des prophylaxies qui sont des traitements immunosuppresseurs avec différentes classes, comme les inhibiteurs de calcineurin avec la cyclosporine, c'est celle qui est le plus utilisée en France. On peut avoir des antimétaboliques comme le méthotrexate, des antiprolifératifs. Et puis, il y a deux grands traitements, le sérum antilymphocytaire et le cyclophosphamide post-allogreffe. Et c'est sur ces deux prophylaxies que que je m'étends ce matin par rapport à notre étude. Juste le sérum antilymphocytaire, qu'est-ce que c'est? C'est, le plus souvent, bon, ça provient en fait de lapins, hein, et qui reçoivent soit des thymocytes ou soit une lignée, ce qu'on appelle de Jurka et qui fabriquent des anticorps antilymphocytaires. Donc, et on injecte ça aux patients avant d'injecter le greffon et ce qui a été montré, ce qu'on voit sur ces courbes, alors, ce qu'on voit, c'est que les gens qui avaient, le sérum antilymphocytaire, alors c'est la courbe rouge, ils développaient moins de GVH et alors ça c'était dans la GVH aiguë, mais dans la GVH chronique, ceux qui avaient l'ATG, c'est en anglais en fait, c'est le sérum antilymphocytaire et ben, l'incidence cumulée de GVH chronique était autour de 30 alors, dans cette étude de phase 3 randomisée, ceux qui n'avaient pas eu le sérum antilymphocytaire développaient près de 60 à 70 de GVH chronique. Donc, c'est un très bon traitement de prévention de la GVH. Et puis le deuxième, c'est le cyclophosphamide, hein, donc c'est la chimiothérapie qu'on utilise. Mais la particularité, c'est qu'on en met 2 injections après l'infusion du greffon et ça a été
développé normalement par l'équipe de Seattle dans la greffe haploïdentique, hein, cette greffe qui se faisait pas il y a 15 ans, hein, qui se fait depuis moins de 15 ans maintenant. Et maintenant, par exemple, dans notre service, ça représente plus de la moitié des greffes, qui permet de trouver un donneur seulement semi-compatible. Et quand on infuse, alors on parle toujours du J0 à la greffe, et ben après l'infusion du greffon, 3 à 4 jours après, on fait 2 injections de cyclophosphamide. On sait que dans un des mécanismes, hein, c'est de détruire les lymphocytes T qui sont en prolifération, et que ça épargne aussi les lymphocytes T régulateurs. D'où, en fait, cette, diminution du risque de GVH quand on utilise cette prophylaxie. Et donc notre étude, donc c'est une étude de phase 2 qui avait été, financée par un PHRC. C'est une étude, multicentrique nationale où, ce que nous avons réalisé, c'est, tester, le cyclophosphamide en post-allogreffe versus le sérum anti-lymphocytaire, donc qui est actuellement la référence. Après une greffe, alors qu'on dit de conditionnement réduit parce qu'on a beaucoup de types de conditionnement, donc pour être homogène, on avait un seul type de conditionnement. Et en termes de donneur, il fallait que ce soit un donneur qui soit euh, compatible 10 sur 10, que ce soit familial ou de fichier. Donc ça, c'est important parce qu'en allogreffe, on a beaucoup d'études de registre, on a beaucoup d'études, mais il y a pas mal d'hétérogénéité de la population. Et donc, dans cet essai prospectif, il y avait cette sélection sur le conditionnement et sur les patients, et le type de donneur, pardon. Donc là, je vous l'ai dit déjà rapidement, on n'avait pas de données en prospective sur l'utilisation du cyclophosphamide en post-allogreffe sur les patients qui recevaient un donneur compatible 10 sur 10. On avait beaucoup d'études sur les donneurs haploïdentiques. Et donc, notre objectif principal, c'était de comparer à un an l'efficacité du cyclophosphamide, alors on appelle ça PTCI en fait, cyclophosphamide en post-allogreffe par rapport au sérum antilymphocytaire chez ce type de patient. Et le critère principal, c'est un critère qu'on appelle composite. Alors je sais que c'est un petit peu rude, ça s'appelle la GRFS, c'est la survie sans rechute, sans GVH aigu grade 3-4, donc les graves, et sans GVH chronique qui nécessite un traitement. Donc en fait, ce qui est le but ultime de réaliser une allogreffe, c'est d'avoir un patient guéri avec le moins de séquelles possible. Et l'étude avait été designée pour montrer un bénéfice éventuellement du cyclophosphamide post-allogreffe. Les objectifs secondaires, je ne vais pas tous vous les détailler, mais c'était regarder la survie sans leucémie, la GVH aiguë, la GVH chronique. Et bien sûr, les infections et la qualité de vie. Alors, on n'a pris que des patients adultes, hein, on ne fait pas de pédiatrie, donc de 18 à 70 ans. Il fallait pourquoi? Alors généralement, on fait des conditionnements d'intensité réduite au-dessus de 50 ans ou si les gens ont plusieurs comorbidités. Mais voilà, on peut avoir des gens de 40 ans qui ont plusieurs comorbidités où on ne fera pas un conditionnement trop fort, parce qu'il y a un risque de morbidité ou de mortalité lié à la procédure. Donc on réduit notre conditionnement. Ce que je vous ai dit, compatible 10 sur 10, que ce soit frère, sœur ou fichier, et uniquement des cellules souches périphériques pour avoir le plus d'homogénéité, en tout cas dans les paramètres. Certains facteurs d'exclusion qui sont très standards, hein. Les patients ne peuvent pas faire de greffe s'ils ont une insuffisance rénale sévère, des troubles hépatiques ou une atteinte pulmonaire. Et donc voici la randomisation, hein. On a une phase 2, un pour vous montrer. Alors, le but, c'est pas tellement de regarder, mais c'est la même chimiothérapie. Et puis le bras, qui est le bras de référence, hein, c'est la thymoglobuline, c'est le sérum antilymphocytaire qui était donné à J-3, J-2. Et le bras expérimental, eh bien, c'est quand on donne du cyclophosphamide en post-allogreffe à J+3 et J+4. Au total, 11 centres français ont participé,
90 patients ont été inclus, un a été exclu, parce qu'il avait rechuté avant la randomisation. Et puis, vous voyez, on a 45 patients dans le groupe sérum anti-lymphocytaire et 44 dans le groupe expérimental. Alors, on a eu la mauvaise surprise, hein, mais ça, c'est la recherche clinique aussi. Dans le groupe, alors que c'était randomisé, dans le groupe SAL, sérum anti-lymphocytaire, on a 8 patients qui ont été, qui n'ont pas pu être greffés, dû à plus de patients qui ont rechuté de ce côté et 2 donneurs non disponibles versus un dans l'autre groupe. Là, juste pour regarder le suivi, bon, il était d'1 an et après on a refait un suivi plus long jusqu'à 5 ans. L'âge médian, c'était autour de 64 ans et globalement, vous voyez, près de la moitié des patients sont allogreffés pour une leucémie aiguë, ce qui est le cas toujours en pratique. Et le statut à la greffe, la majorité des patients étaient en rémission complète quand on les a greffés. Euh, Là, quand on voit la greffe, bah, les donneurs, heu, dans les 2 groupes, hein, on n'a pas fait le petit P parce que c'était randomisé, mais on voit bien qu'il y a les proportions sont gardées entre le donneur de fichier ou donneur familial et bah, les donneurs sont plus jeunes, hein, autour de 38 et 31 ans. Et les autres prophylaxis, que c'était pas seulement le sérum anti-lymphocytaire ou le cyclophosphamide post-allogreffe, ils ont aussi 2 autres, mais qui sont toujours inclus dans les 2 bras. Quand on regarde, alors la DFS, c'est la survie sans leucémie, disease-free survival. Et ben, bien, pardon, à 1 an, elles sont superposables. Vous voyez, 68 versus 67 dans les 2 groupes. Et l'OS, qui est la survie globale, alors c'est vrai que c'est des statistiques, donc on parle de survie, qui était après entre 70, on va dire 79 et 80 dans les 2 groupes, donc complètement superposable. Quand on regarde ce qu'on appelle la rechute, l'incidence cumulée de rechute, eh bien, vous voyez que, dans les 2 groupes, c'est pareil. L'incidence cumulée, c'est 17 et 22 et ce n'est pas statistiquement différent. Et quand on regarde on a regardé la NRM, qui est la mortalité non liée à la rechute, donc c'est la mortalité indirecte liée au traitement, eh bien, en fait, elle était aussi comparable dans les 2 groupes. L'AGVH aigu qui nous intéresse, alors on a des taux un peu différents, hein. On voit 35 dans le groupe, cyclophosphamide versus 24, mais ce n'est pas statistiquement, significatif. Là aussi se pose la question dans une phase 2 de la puissance de l'étude, hein. Et puis dans les GVH, en tout cas graves, c'est les grades 3-4, on reste très bas, en moins de 10, ce qui est vraiment tout à fait raisonnable, par rapport aux données de la littérature. La GVH chronique, globalement, bah, vous voyez, c'est autour de 26-30, donc celle-là, on l'évalue, bah, là, c'était à 1 an. Et puis la GVH chronique extensive, qui est vraiment celle qui, a un risque qui est de morbidité et de mortalité, elle était faible dans les 2 groupes, hein. Notre score composite, hein, qui était notre objectif primaire, eh bien, c'est qui est donc la survie sans leucémie, sans GVH aigu grade 3-4 et sans GVH chronique nécessitant un traitement systémique, eh bien, elle était comparable dans les 2 groupes, 45 versus 52. Et donc, on n'a pas montré de supériorité du cyclophosphamide par rapport au sérum antilymphocytaire, euh, ce qui avait été designé pour l'étude. Quand on regarde les effets indésirables, eh bien, ils étaient aussi tout à fait comparables. Et ça, c'était intéressant parce que on se pose toujours la question des réactivations virales, qui est un vrai souci post-allogreffe. Eh bien, vous voyez que, en tout cas, entre les 2 groupes, on avait le même taux. Pareil pour le cytomégalovirus. On se méfie du cyclophosphamide par rapport au risque cardiaque. Peut-être que c'est la puissance de l'étude, mais en tout cas, nous, on n'a pas vu de différence, pas plus d'effets indésirables cardiaques chez les gens qui avaient reçu le cyclophosphamide que le sérum antilymphocytaire. Et pareil, les cystites hémorragiques n'étaient pas plus importantes en nombre. On a regardé la qualité de vie, donc par 2 questionnaires qui sont des questionnaires bien sûr déjà très connus et validés, un spécifique du cancer et un spécifique, de l'allogreffe. Et mis à part au jour,
jour plus 30, qui est en fait, qui est donc un mois post-allogreffe où un des scores était un petit peu plus bas, était, significativement plus bas, pardon, pour les gens qui avaient reçu le cyclophosphamide. À partir de 3 mois, la qualité de vie était, la même dans les 2 groupes. Et donc en conclusion, bien que l'objectif primaire n'a pas été atteint, parce que, c'était de montrer une supériorité, on voit en tout cas que nos résultats montrent que la tolérance, surtout du cyclophosphamide post-allogreffe dans cette population est bonne et qu'elle est assez superposable avec le sérum antilymphocytaire et que ça peut tout à fait être une option, heu, à discuter, lorsqu'on réalise ces allogreffes chez un patient qui a un donneur compatible 10/10 et qui a besoin d'une greffe à conditionnement réduit. Donc, il y a vraiment des remerciements, bien sûr, les gens qui acceptent de participer à la recherche clinique, tous les centres qui ont participé, toute l'équipe, de l'URC, avec, du professeur, Simon, hein, qui a mené, bien sûr, aussi cette étude et l'équipe de recherche de clinique de Saint-Antoine et bien sûr les médecins aussi du service. Voilà pour moi, donc je vous remercie de votre attention. Je suis bien sûr disponible pour des questions. Merci beaucoup, professeur, c'était super intéressant. On a peut-être certains termes techniques, Oui, désolée. certaines, précisions peut-être à donner. C'est un sujet qui est évidemment, très pointu. Je commence tout de suite avec des questions puisqu'on a Vincent Leclerc qui doit s'absenter et peut-être que s'il est encore là, ça lui permettra d'entendre votre réponse. Il se demande si vous réalisez un suivi thérapeutique pharmacologique pour personnaliser, optimiser et adapter les posologies des traitements utilisés en conditionnement, comme le busulfan, et en immunosuppression post-greffe, comme la cyclosporine A. Ah, merci beaucoup pour la question. Alors, la cyclosporine, elle est effectivement dosée 3 fois par semaine parce qu'au début, on a besoin d'un taux assez élevé et qu'on diminue progressivement parce qu'il faut savoir que les patients vont arrêter leur immunosuppresseur, hein, entre 3 et 4 mois post-allogreffe. Donc, c'est très différent de la greffe d'organes. Donc, on monitore beaucoup la cyclosporine. On monitore aussi facilement, alors dès qu'ils ont des prophylaxies comme des azolés. Et par contre, pour le busulfan, on avait fait, hein, des PK de busulfan et ce qui nous a un peu bloqué, c'est la difficulté pour envoyer les résultats et d'avoir les résultats avant la deuxième dose. Parce que normalement, on fait la première dose, et puis la deuxième dose, on va adapter selon les résultats et ça, il y a quand même, des difficultés, on va dire logistiques à réaliser pour les réaliser et on les réalise parfois dans les cas un petit peu extrêmes, surtout chez les quelques patients obèses qu'on a parfois. Tout à fait. Merci beaucoup. On a une deuxième question de Vincent Leclerc qui se demande si une étude ancillaire pharmacocinétique est prévue dans l'étude, puisqu'il nous indique qu'il est prouvé que la variabilité de l'exposition à ces molécules peut avoir un impact à la fois sur la survenue de GVH et sur l'optimisation d'un effet GVL et donc le risque de rechute. Mmh. Oui, alors, merci aussi pour cette question. Alors effectivement, on a des prélèvements pour ces patients. Alors initialement, la question était plus, sur l'immunologie, sur regarder le profil immunologique, les différentes sous-populations et cytokines. Mais vu que cliniquement, on ne trouve pas de différence significative, c'est pas évident. Par contre, on peut tout à fait envisager et si vous voulez nous contacter revoir avec ces prélèvements, parce qu'on a aussi du plasma et du sérum pour les utiliser sur le côté, pharmacologique. Mmh. Ben, dans ce cas-là, si une étude ancillaire est possible, je vous laisse prendre contact Tout à entre fait. vous, Tout avec à fait. l'URC, bien sûr. On a ensuite une question de Julien qui aimerait que vous reprécisiez l'intérêt médical, organisationnel, d'utiliser un traitement post, Mmh. donc le PTCI, ou un traitement pré-greffe, donc l'ATG. Alors oui, alors, c'est parce que il y a une question, déjà bon, on se demandait s'il y avait une efficacité différente
Et puis la deuxième chose, il faut aussi savoir que le sérum anti-lymphocytaire, hein, c'est une molécule qui est très chère et donc c'est aussi important de savoir si on a d'autres options thérapeutiques parce que certes on est en France, mais bien sûr du point de vue recherche, on parle sur le plan international. Donc cette étude alors il y a une phase 3 qui va être présentée, dans 2 mois, mais les résultats sont sous embargo en fait, justement avec la même question et c'est que d'autres personnes et nous aussi, hein, pourquoi pas, utiliser plutôt, ce cyclophosphamide plutôt que le sérum anti-lymphocytaire s'il fait aussi bien, heu, qu'il est beaucoup moins cher et qui voilà et qui donne les mêmes résultats. Après, c'est le mécanisme d'action, hein, c'est qu'on quand on injecte du sérum anti-lymphocytaire, en fait, on a beaucoup moins la maîtrise de ce qui se passe dans le sens où, chaque lot est différent. Et donc ça atteint les lymphocytes, mais ça atteint d'autres cellules, alors comme, le cyclophosphamide et sur le plan de la mécanistique de l'action du cyclophosphamide, c'est que ce qui a vraiment été montré, c'est que ça marchait ça détruisait les lymphocytes T en prolifération et c'est eux qui sont responsables de la GVH et ça et non de la GVL et que ça épargnait globalement les lymphocytes Treg. Donc ça, c'était important, mais sur le plan clinique, c'est effectivement important de savoir si on a l'équivalence pour avoir le choix aussi, pour nos patients. Très clair. Merci beaucoup. Et du coup, je reprécise à tout le monde que si vous souhaitez poser des questions, il y a le module de questions-réponses qui est disponible. Euh, vous avez volontairement les micros coupés, donc n'hésitez pas à nous écrire via ce biais-là. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des articles en embargo, vous avez la possibilité que l'information soit couverte par la PHP aussi via des communiqués de presse au moment de la publication. N'hésitez pas à contacter le service presse de la PHP. Euh, Petite parenthèse. Et je continue sur les questions. Et on a une question de Jamel qui nous demande quelle est la durée de suivi des patients et l'évolution de leur état. Vous avez parlé de la qualité de vie à long terme entre les deux groupes à 30 jours. Est-ce que vous avez, par exemple, continué de l'évaluer sur toute la durée du suivi? Alors dans l'essai, on est allé jusqu'à 1 an. Donc à Mm. 1 an, en tout cas, la qualité de vie, elle est équivalente dans les 2 groupes et dans la pratique clinique, qu'ils soient ou pas dans un essai clinique, on dit qu'on suit les patients à vie, hem, parce que à cause de ces complications secondaires alors en pratique en pratique, c'est vrai quand on est à plus de 10 ans post-allogreffe qu'ils ont aucune séquelle, alors c'est des rendez-vous qui sont beaucoup plus loin, hein, qui peuvent être tous les 2, 3 ans, 4 ans pour faire un point. Mais normalement, la recommandation, c'est de les suivre à vie et en fait, tous les patients allogreffés, leurs données, bien sûr anonymisées, sont dans une base, un registre international et on doit aussi mettre le suivi parce qu'on a découvert qu'il y avait des un peu plus de risques aussi de maladies cardiovasculaires ou de cancers secondaires plutôt cutanés, mais on apprend aussi beaucoup et on sait que les greffes qu'on fait actuellement ne sont absolument pas les mêmes que les greffes d'il y a 10 ans et d'il y a 20 ans, d'où la nécessité du suivi. Mais ces gens sont suivis effectivement à vie, on dit. Mm. Merci beaucoup. Alors, on a une question qui est un petit peu plus précise, un petit peu plus clinique. Euh, on nous demande, alors j'ai un patient avec troubles neurologiques, psychiatriques et comportements graves à 6 mois post-allogreffe. Est-ce que ce serait une GVH cérébrale et comment la diagnostiquer? Alors ça, c'est merci pour la question, mais c'est pas une question facile. Alors, il Mm. faut savoir que la GVH cérébrale, elle a jamais vraiment été démontrée. Ouais. C'est des petites questions qu'on se pose parfois quand on a des patients, enfin, qui sont rares, hein, globalement, hein, mais elle a jamais été montrée, donc on parle pas de GVH cérébrale. Il faut vraiment se méfier énormément de l'infection, hein, de tous les virus, en particulier, enfin tous les JC virus, ils sont capables de réactiver beaucoup de choses heu et avec ils peuvent se manifester sur des troubles psychiatriques, mais
en premier se méfier de l'infection, se méfier de la rechute au niveau cérébral, hein. Ça, c'est vraiment, mais sur la GVH, c'est quand même quasiment un alors il y a aussi la toxicité des médicaments. Alors quand on est à 6 mois, ça devient un petit peu long. Se méfier qu'il y ait pas une ce qu'on appelle une microangiopathie thrombotique aussi, heu, mais sur la GVH cérébrale, ça reste c'est quand même un diagnostic qui est généralement pas posé et qui est pas retenu, hein. Il n'y a pas de 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 GVH cérébral vraiment, défini quand même, hein. D'accord, c'est très clair. Moi, j'avais une question qui est un petit peu plus, générale. Du coup, vous nous avez parlé de plusieurs sources de greffons. Il y avait la moelle osseuse, il y avait, le sang périphérique, le sang du cordon, pour la prévention de la GVH et du coup, quels sont là, j'ai vu que du coup, dans votre essai, vous aviez choisi le sang périphérique. Comment vous enfin, quels sont les avantages, les limites, de chaque source Mmh. finalement de greffons? Alors, c'est vrai il y a 20 ans, c'était la moelle osseuse qui était Mmh. préférée, enfin qui était développée parce que, la particularité de la moelle osseuse, c'est que pour le donneur, bah, il y a une opération, il y a quand même une anesthésie générale, on va dire, c'est plutôt ça. Une anesthésie générale et généralement 24 à 48 heures d'hospitalisation. Ça, c'est un point et sur pour le voilà, donc ça c'est une chose et les gens mettent un petit peu plus de temps à sortir leurs globules blancs que quand on fait, des greffes de cellules souches périphériques. Les cellules souches périphériques, pourquoi est-ce que quasiment toutes les greffes maintenant sont faites ainsi? C'est certes que pour le donneur, du coup, il n'y a pas d'opération, hein, il reste en fait sur une machine de cytaphérèse comme les gens qui donnent leurs plaquettes, par exemple, pendant 3 heures et les jours d'avant, ils ont eu des injections de facteurs de croissance par l'infirmière en sous-cutané. Alors, le désavantage, c'est qu'on fait une stimulation. Alors, c'est extrêmement réglementé et suivi, hein. On n'a pas de problème avec les donneurs, il n'y a pas de risque pour le donneur. Et le donneur, de toute façon, est vu avant par le médecin, c'est par un autre médecin d'ailleurs, c'est très réglementé. Et la particularité, c'est qu'on bloque pas on bloque pas de bloc opératoire pour le coup, ça mobilise pas non plus parce qu'il 2 médecins en même temps. Donc il y a aussi quelque chose de pratique dans les cellules souches périphériques et la troisième, c'est les greffes de sang de cordon placentaire. Sang de cordon placentaire, qui avait été beaucoup faites chez l'adulte, alors, il y a une vingtaine d'années et qu'on a petit à petit presque abandonné, hein. Par exemple, nous, on en fait un tous les 2 ans. Parce que se sont développées les greffes semi-compatibles, les haploïdentiques et en fait, les greffes de sang de cordon, déjà quand on est à un certain poids, il faut 2 cordons, 2 se pour que ça prenne et la deuxième chose, c'est que la reconstitution immunitaire est très lente et donc il y a plus de risques infectieux. Donc quand on a un patient qui n'a pas de famille, et qui n'a pas de donneur de fichier, ce qui arrive de temps en temps, en particulier, dès qu'on est, des typages HLA particuliers, des métis et ben, i dans ces cas-là, on prend des sangs de cordon, mais c'est des greffes qui sont plus à risque infectieux. Elles sont toujours par contre, beaucoup faites en pédiatrie et la deuxième chose, c'est que juste pour la moelle osseuse, c'est celle aussi la source du greffon pour la pédiatrie, ce qui est un petit peu moins de GVH. Donc voilà. Hop, très clair, pardon. Merci. On a encore une question de Jamel qui me semble un petit peu orientée. Je rappelle que pour la réutilisation des données collectées dans le cadre du soin, il y a quelques démarches qui sont réglementaires à réaliser. Bien sûr. Mais du coup, la question de Jamel, c'est, vous dites que les patients sont suivis à vie. Est-ce que vous collectez les données et que faites-vous de celles-ci? Alors oui, oui, hein, bien J'encourage sûr, bien Jamel sûr, à se rapprocher de son tout à URC. fait. Alors oui, oui, bien sûr, tous les patients, signent des consentements avant, c'est complètement encadré et oui, hein, ce sont des méga-bases de données et qui sont vraiment très importantes pour la recherche clinique
et qui donne lieu à beaucoup d'études, beaucoup de publications d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de données importantes qu'on peut avoir avec des études rétrospectives et pas toujours en prospectif, ou alors c'est beaucoup plus dur de monter un essai prospectif. Et donc elles sont très exploitées, bien sûr, et beaucoup d'avancées en pratique ont été réalisées grâce à ces études de registre. Et on va dire parfois l'imprécision des registres, des données rétrospectives, est en partie gommée par le nombre de patients. Donc, bien sûr, il y a d'énormes équipes d'attachés de recherche clinique, de tech et de statisticiens pour pouvoir mener tout ça à bien. Merci beaucoup. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Je vous remercie pour votre participation. Je reprécise à tout le monde que le replay de ce webinaire est disponible. Normalement, il sera disponible dès cet après-midi. Et tous les épisodes sont disponibles également sur la chaîne YouTube de la PHP. Donc, il y a déjà 25 autres épisodes que je vous recommande de visionner. Ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et pour ma part, on se retrouve le 12 juin pour la 27e édition. Voilà. Je Merci vous remercie beaucoup à énormément. tous. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.